Bonjour à tous, d'abord. Voilà. Merci à Sabine pour cette présentation du CNLJ. Alors, tout d'abord, merci aussi à Accès et en particulier à Éveillot pour l'organisation de cette journée. Dernier temps fort donc, de cette journée d'études, d'informations très très riche, vraiment très très riche. Donc, une matinée théorique. Là, on va plutôt aller du côté des acteurs de terrain, comme on dit, hein, puisque c'est comme ça qu'on a intitulé cette table ronde. Alors, vous verrez qu'il n'est pas ronde, qu'il n'est même pas ovale, qu'il est plutôt rectangulaire. Donc, on va essayer voilà, on va essayer. Oui, c'est curieux, voilà. Donc, c'est pas vraiment une table ronde, mais de toute façon, on va surtout laisser un temps de parole à chacun des intervenants et ensuite, on échangera, vous échangerez entre vous et nous échangerons tous ensemble. Voilà. Donc, une table ronde consacrée aux acteurs de terrain que sont bien sûr les enfants, les professionnels, les parents qui entourent ces enfants et tout l'entourage des enfants, les professionnels du livre, du social, de la petite enfance, de l'éducation, et également bien sûr les artistes, les auteurs-illustrateurs. Et nous avons la chance d'avoir Jeanne HB dans la salle, voilà, Muriel Bloch et d'autres conteurs également. Et des musiciens, puisqu'on a aussi la chance d'avoir une musicienne ici, pour cette table ronde. Voilà. Alors, pour cette table ronde consacrée aux acteurs de terrain, je vais vous les présenter rapidement, puis après je reviendrai sur une présentation un petit peu plus précise. Donc, Nathalie, je vais commencer par Nathalie Mansu, parce que, voilà, comme ils sont très très nombreux, voilà, ils ne sont pas dans la liste du programme, donc je commence par ma liste à moi. Donc, Nathalie Mansu Todeschini, tu es conservatrice territoriale des bibliothèques, tu es responsable de la médiation jeunesse à la médiathèque départementale de la Seine-et-Marne et tu représentes donc à cette table les bibliothèques publiques. Voilà, on compte sur toi. Tamara Saviski-Midena, tu es puéricultrice de formation, responsable... Alors c'est un nom responsable de groupement de crèches, c'est-à-dire que tu encadres donc des directrices de crèches sur le département de la Seine-Saint-Denis depuis un petit moment. Hein, voilà, je sais. 1994. Voilà. Chantal Grolésia. Voilà. Excuse-moi Chantal. Avant, je vous présente, alors non pas une intrus, mais une invitée surprise, et on est très contente de l'accueillir, Laetitia Marin. Laetitia, peut-être que tu peux peut-être te lever si j'entends pas. Voilà. Laetitia Marin, voilà, qui est éducatrice de jeunes enfants. Marin, pardon. Voilà. En crèche. Donc, Chantal, excuse-moi. Donc, Chantal Grolésia, tu es musicienne et pédagogue et directrice de l'association Musique en Herbe que tu as créée en 1996. On y reviendra tout à l'heure. Et puis l'équipe d'Accès, que je ne sais pas si je dois les présenter, vous les connaissez tous, mais quand même. Marie, psychiatre, psychanalyste, fondatrice d'Accès, avec le professeur René Dietkin et le professeur Tony Lenné. Nathalie Virneau, psychologue clinicienne, psychanalyste également, formatrice et lectrice à Accès depuis très longtemps, Nathalie, je crois. J'ose à peine le dire, mais quand même, je crois 20, 25, je ne sais pas, mais enfin, une solide expérience. Voilà. Et Éveillot, alors là, j'oserais même pas, mais tout le monde le connaît. Voilà. Éveillot. Voilà, donc toutes ces belles personnes pour parler des actions de terrain. Et donc, pour cette table ronde, nous essaierons, en tout cas, de montrer à travers des expérimentations d'enfants en situation de lecture, nous essaierons de montrer à partir de 2 projets réalisés en Seine-et-Marne, donc avec Nathalie, et en Seine-Saint-Denis avec Tamara, comment on met en place un projet autour des langues avec la littérature de jeunesse, voilà, donc à la fois en bibliothèque et en crèche. Et dans un deuxième temps, donc on essaiera dans un deuxième temps, on rentrera vraiment dans la pratique même des actions de terrain d'Accès, et nous verrons comment à partir de la pratique de l'observation, d'enfants en situation de lecture, qui est vraiment la base et le fondement de la démarche d'Accès et de son mythique séminaire sur les pratiques de lecture qui a lieu à Sainte-Anne. Voilà comment toutes ces expérimentations, toutes ces observations nous informent, nous renseignent, nous éclairent sur les compétences, sur les capacités, sur les intérêts diffus et imprévisibles des enfants, mais aussi des parents. Voilà. Donc une table rectangulaire en 2 temps.
Voilà, alors pour commencer, donc, on va passer la parole à Nathalie, donc Nathalie Mansuy Todeschini, donc qui travaille en Seine-et-Marne déjà depuis une dizaine d'années, je crois, hein, voilà. Mais avant cela, qui a été directrice d'une bibliothèque adulte jeunesse hein, pendant 13 ans, hein, sur le département de la Seine-et-Marne. Tu as développé de nombreux projets de coopération hein, avec le Bénin, voilà, avec le Bénin en particulier, mais aussi avec la Roumanie. Voilà, donc la question des langues, des autres langues, c'est un projet déjà ancien avec toi. Et ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est de rappeler, ou en tout cas de dire à notre auditoire, que tu as démarré ce travail de lecture bilingue dont tu vas nous parler avec des adolescents, et que donc tu as commencé avec des adolescents, et tu mènes aujourd'hui ce type d'action avec des enfants tout petits et leurs parents. Alors, peut-être, est-ce que tu peux, dans ton exposé, à la fois nous présenter un peu le contexte un peu sociologique, artistique, professionnel dans lequel tu travailles, et puis nous dire comment la littérature orale et écrite est venue nourrir ces projets de lecture bilingue. Voilà, à toi. Merci, je suis vraiment honorée et touchée de représenter le monde des bibliothèques à ce colloque qui est à la fois prestigieux et essentiel. Et ma participation quant à ces projets autour des langues et autour de la littérature de jeunesse et des enfants est nourrie d'un engagement de bibliothécaires dès l'origine, nourrie par le travail d'accès et également éclairée par les études d'universitaires telles que celle de Michel Petit, que je suis depuis longtemps. Enfin, ses livres sont vraiment essentiel et sa pensée. Je vais revenir brièvement sur, on a évoqué ce matin les bibliothèques, hein, Madame la Première Dame en a parlé, la ministre aussi. Les bibliothèques publiques en Colombie sont essentielles, dans le monde elles le sont, et la bibliothèque publique a intrinsèquement une vocation humaniste, et elle est un lieu de culture plurielle, en témoigne le manifeste récent IFLA UNESCO sur la bibliothèque multiculturelle. Donc c'est un lieu d'émancipation, d'accès à la connaissance, de transmission et d'éducation, et de services publics à vocation citoyenne. Et elle a une fonction sociale et plus que jamais, elle doit se situer en tant que lieu du vivre ensemble, lieu de partage, d'échange et de débat. Et donc, les langues et les cultures doivent y trouver toute leur place et une place vivante. Certes, nous avons des collections de livres en langue étrangère souvent, mais ce qu'on peut constater, c'est que, je dirais, les livres dorment encore trop souvent sur les étagères et qu'il faut les réveiller. Dans l'imaginaire des langues, Édouard Glissant déclare que si au XVIIIe, XIXe siècle, les écritures étaient monolingues, à l'heure actuelle, un écrivain tient compte des langues qui existent autour de lui. Notre imaginaire est multilingue, et cela est également valable pour les jeunes lecteurs. Et quand bien même ils n'auraient pas encore ces références, je pense aux tout-petits issus de familles monolingues, ces échos linguistiques sont d'une savoureuse étrangeté, et leur mystère peut aussi constituer un aiguillon et une poésie. Donc, il est donc essentiel de faire résonner les langues et surtout les œuvres à voix haute dans les bibliothèques, car la littérature, on l'a vu ce matin, ça a été dit et redit, mais est avant tout un chant, littérature orale et écrite. Reparler aussi, donc, alors la Seine-et-Marne, c'est la moitié de la région Île-de-France en termes de superficie, un département jeune, 59 000 enfants de moins de 3 ans, 127 collèges avec des collèges en construction encore, compte tenu de l'afflux de familles et de rurbains qui viennent de la proche banlieue pour s'installer de plus en plus loin de la capitale et tenter d'accéder à la propriété. Un territoire dans lequel les populations s'ancrent, dans la ruralité, dans les villes, mais bougent également, c'est un territoire de migration. Arrivées aujourd'hui de populations qui vivent l'exil, les bibliothèques ont leur rôle à jouer. La bibliothèque est, en France et en Europe, le premier lieu culturel de proximité. Et en 2018, nous allons monter un stage sur la question de l'enseignement du français langue étrangère, comment les ressources des bibliothèques, et particulièrement le formidable vivier des albums, peuvent être tout à fait utiles dans l'apprentissage et nourrissants dans l'apprentissage de la langue et de la culture française. Une population dans certains territoires assez précarisés, éloignés de la culture. Alors, il y a des bibliothèques départementales dans presque tous les départements de France. Pour la médiathèque de Seine-et-Marne, elle ne reçoit pas le grand public. Elle est centre ressources livre-lecture pour les 230 bibliothèques du département, allant de la toute petite point lecture dans un village jusqu'à une grande bibliothèque comme celle de Meaux ou celle de Melun. Nous travaillons avec les collèges, les partenaires du champ social, de l'éducation informelle.
On a une mission importante de formation, de bénévoles et de plus en plus de professionnels en reconversion. Et tous nos stages et journées d'études sont depuis maintenant 10 ans ouverts aux autres partenaires. Ils sont même ouverts à vous si vous voulez participer à nos stages, enseignants, acteurs d'associations et autres. Notre public cible, ce sont les collégiens. À travers les A Voix Vives, nous organisons des lectures-rencontres, des présences artistiques de poètes et de dramaturges dans les collèges, et également la petite enfance. La médiathèque départementale est très impliquée sur cette question, à l'origine avec un bébé-bus, puis ensuite nous avons participé dès 2009 au dispositif Première Page dont il a été question ce matin. On a été département pilote sur cette question et on est à nouveau labellisé Première Page en travaillant bien sûr avec les partenaires locaux autour de la question que nous avons ciblée qui est de l'interculturel. Pourquoi l'interculturel? Pourquoi travailler sur ces questions? Parce qu'il est plus que jamais nécessaire de proposer aux enfants et aux adultes des espaces de dialogue, de questionnement, de confrontation, de partage sensible et de reconnaissance. Donc rencontrer l'altérité, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour établir des passerelles, faire bouger les lignes et sensiblement, imperceptiblement rencontrer cette altérité. Et la fiction, l'espace poétique symbolique, comme le définissait ce matin notamment Michel Petit, est un espace extraordinaire à investir pour habiter poétiquement le monde. Les projets autour de l'interculturel portés par la médiathèque reposent sur une expérimentation, un travail de terrain et de recherche-action qui est toujours nourri et qui est toujours revu et re-questionné, nourri d'une vraie réflexion aussi de travail par rapport aux réflexions des philologues, des linguistes, des pédopsychiatres, de tout ce que la recherche peut nous apporter. La genèse de notre action repose aussi sur une expérience roumaine vécue il y a 10 ans, une expérience de coopération décentralisée. Le département de Seine-et-Marne a instauré un partenariat avec un département roumain et la médiathèque départementale avait mis en place à l'époque, avec la bibliothèque départementale située dans un département au sud de Bucarest, sur 3 ans, un projet qui a conduit à la constitution de fonds d'albums pour des écoles élémentaires de village. À l'époque, en 2007, il n'y avait pas d'école maternelle et pas d'édition quasiment d'albums de jeunesse. Il s'agissait donc de créer un fonds en français à prêter. Ces albums ont été traduits artisanalement par des lycéens roumains étudiant le français. Ainsi, ces livres ont pu être utilisés selon plusieurs usages, lecture bilingue, unilingue, avec des ados, des petits, des familles. Un volet de formation commune entre instituteurs locaux et bibliothécaires a été mis en place et ce fut une expérience très riche pour nous, bibliothécaires français, de décentrement partis en Roumanie. Nous avons vécu ces ateliers de traduction avec un grand intérêt et cela nous a confortés dans l'idée de mener des ateliers de traduction simultanés avec les familles. Car traduire, pour voyager d'une langue à l'autre, est vraiment c'est passionnant de partir dans cette direction. Et je m'appuie notamment sur la réflexion de la philosophe Barbara Cassin, qui a sorti l'année dernière un livre qui s'appelle « Éloge de la traduction ». Elle dit que les langues sont porteuses de l'immense diversité des cultures, d'où l'intérêt de la traduction. Il y a des mots, des expressions intraduisibles. Evelio en parlait tout à l'heure de façon bien détaillée. L'idée, donc, c'est de travailler, de mettre en place des lectures bilingues avec des familles, car les familles ont des compétences à apporter. Elles sont les premières concernées par l'éducation de leurs enfants et elles sont des bibliothèques vivantes. Il a été question de cela ce matin et ça, c'est quelque chose qui nous importe. Alors, nous avons mis en place il y a 10 ans des malles d'albums pour des lectures bilingues et en parallèle aussi des actions de formation croisée. Concrètement, nous avons constitué plusieurs malles, donc 20 à 30 albums différents proposés en français et dans une autre langue pour pouvoir être utilisés notamment dans une classe mais ailleurs aussi. Et donc le même album qui est souvent issu du patrimoine de la littérature de jeunesse, par exemple Tommy Ungerer, on le trouvait, Jean de la Lune ou Les Trois Brigands en français, puis en allemand à l'identique ou dans d'autres langues. Donc on a créé des malles pour maternelle, primaire, collège, lycée. Et on a travaillé au départ sur les langues plutôt enseignées au collège, français-allemand, français-anglais, français-espagnol, français-portugais, français-italien. Langue est plutôt enseignée à l'école. Puis on travaille actuellement on a un projet autour de la langue arabe qu'on met en place et on a pour perspective de travailler autour de la langue turque.
L'expérience récente que nous avons menée avec des collègues du secteur de Nemours, il s'agissait de lecture plurilingue. C'était une action hors les murs, hors de la bibliothèque, donc lors d'une bibliothèque à ciel ouvert dans un quartier populaire. Elle a été menée avec des personnes du centre social local, des éducatrices de jeunes enfants, une infirmière, des travailleurs sociaux et les bibliothécaires de la ville. Toutes nos actions aussi sont menées dans le cadre de Première Page avec Accès. On associe aussi Quand les livres relient et Doulala qui travaille autour de cette question des langues, d'une langue à l'autre. Je vous rends compte modestement, mais à chaud comme ça, d'une expérience qu'on a vécue cet été avec mes collègues qui sont là dans la salle et qui je rends hommage parce que ce travail, c'est un travail d'équipe. On a parlé des partenariats pour cette dame qui est décédée et qui a mis ça en place depuis longtemps. C'est vraiment essentiel. Tout ça ne serait pas si nous n'étions pas tous ensemble dans le même bateau. Donc, au pied des immeubles, des tapis et des livres sur la pelouse. Une maman d'origine tunisienne arrive avec son fils de 6 ans, sa fille de 16 mois et une petite fille de 2 ans qu'elle garde. Cette maman sourit en reconnaissant la bibliothécaire qui a déjà participé à une lecture bilingue en juin dernier. Cette maman avait alors lu en arabe plusieurs albums de façon spontanée et avait ensuite réclamé des albums bilingues à la bibliothèque. Nous décidons de lire ensemble « Bonsoir Lune » de Margaret Wise Brown, qui est un classique de la littérature de jeunesse qui date des années 50, en associant une jeune maman comorienne visiblement contente de participer avec son tout petit sur les genoux, il a 3 mois. La maman tunisienne a son fils de 6 ans quasiment sur ses genoux. Il n'est plus distant comme en mai dernier, alors qu'il semblait gêné par le fait que sa mère lise en arabe devant une grande assemblée. Sa mère avait rapporté à la bibliothécaire que son fils n'aimait pas trop qu'elle parle arabe et cela lui posait question. Cette maman me confiait cela. Visiblement, la maman s'est approprié les albums depuis. En arabe notamment, les albums bilingues qu'elle a empruntés en mai dernier, et notamment lors de la fête des bébés lecteurs au centre social, donc pas à la bibliothèque au départ. Et là, donc, la bibliothécaire commence à lire en italien, en français, puis en anglais. La maman enchaîne en traduisant simultanément en arabe et l'autre maman cherche à traduire en comorien. Au début, cette dernière cherche ces mots, mais elle sourit et se met à trouver la bonne expression qu'elle ne prononce pas trop fort, mais elle s'implique. Arrivé d'un copain du garçon de 6 ans avec son grand-père, nous les associons à la lecture. Le garçon se place près de la bibliothécaire et dit qu'il veut bien écouter de l'anglais. Le grand-père se place derrière nous, debout, ne regarde pas le livre, comme s'il voulait se mettre en retrait. Nous recommençons la lecture au début pour que le nouveau participant suive bien l'histoire. La bibliothécaire fait répéter des mots en anglais, en italien, et les enfants, le garçon est placé à sa droite, faisant écho au copain qui est placé à l'autre extrémité. Le grand-père se rapproche et vient s'asseoir par terre face à la bibliothécaire et à l'album et à son petit-fils. Et le grand-père remarque que certains mots italiens se rapprochent de l'espagnol. La maman tunisienne l'interpelle. « Vous comprenez l'espagnol » ? « Oui, répond-il. Je suis d'origine espagnole. » Nous terminons la lecture en associant le grand-père qui traduit le texte de façon simultanée en espagnol. À la fin de la lecture, le grand-père se met à discuter avec la maman d'origine tunisienne et il dit qu'il est arrivé d'Espagne à 14 mois et qu'il a gardé le lien avec l'Espagne et sa famille espagnole et qu'il cherche à transmettre cette langue à son petit-fils. Voilà, donc je pourrais en relater d'autres expériences vécues là cet été qui, pour moi, j'ai reçu cela comme quelque chose de très fort et je me suis dit que là, j'en étais convaincue, mais en expérimentant grâce à mes collègues, nous étions face à quelque chose d'essentiel qui devait être aussi partagé et s'appuyer sur une réflexion avec l'interprofession, c'est-à-dire que nous allons continuer à travailler sur ce territoire en créant un groupe interprofessionnel de réflexion associant des sociolinguistes, des pédopsychiatres, on va travailler avec l'hôpital de jour local aussi et avec des enseignants. Pourquoi travailler à partir des albums ? Ça c'est la question de Zaïma. Je vais très vite pour dire que les albums sont vraiment, les albums, comme l'a redit Evelio, disent le monde, ils relèvent du littéraire. Nous sommes face à des œuvres littéraires et graphiques de qualité qui sont vraiment du ressort du littéraire. Dans Bébé Butine, nous faisons vraiment une sélection à partir de la production éditoriale pléthorique
tous les livres ne se valent pas. Il y en a qui ont plus de force que d'autres. On le sait bien par rapport à la grande littérature dite pour adultes. Il y a une grande littérature pour les petits, à hauteur de petits d'hommes. Et ces textes qui bouleversent les petits, qui les questionnent, les aident à rentrer dans notre monde, à le comprendre. Eh bien, c'est par le biais de livres comme Flonflon et Musette de la grande Elzbieta, qui aborde la question de la guerre. J'étais à côté de Jeanne HB à midi. Le Vélo Rose, un très beau livre qui aborde la question de l'exil et d'enfants venus d'ailleurs. Donc c'est vraiment notre travail, c'est aussi un travail, on associe énormément les auteurs et les écrivains, et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on travaille aujourd'hui autour des formations croisées. Depuis quelques années, nous menons ça vraiment de façon assidue, en ouvrant nos stages aux partenaires éducation nationale, aux travailleurs sociaux et autres, et que ces stages reposent sur quelque chose d'important selon nous, à savoir de vivre ensemble, nous qui sommes des passeurs, de découvrir des univers d'auteurs et de comprendre ce que cela nous fait que d'entrer dans ces univers, d'entrer dans un processus d'appropriation, de lecture. Et c'est très très fructueux de pouvoir aussi nous entretenir venant d'horizons différents avec des enjeux communs. Voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je vais rester synthétique. Merci beaucoup, Nathalie. Voilà. Donc après la Seine-et-Marne, on va se tourner vers le département de la Seine-Saint-Denis et donc laisser la parole à Tamara et à Laetitia pour nous raconter l'accueil d'une autre langue, des langues, de la diversité des langues qui sont parlées en Seine-Saint-Denis et comment vous vous en êtes débrouillé de tout ça avec la littérature. Bon, la Seine-Saint-Denis, c'est un département au nord-est de Paris. Qui a une population croissante, une population jeune, avec des projections de 200 000 habitants supplémentaires d'ici 2026. Alors, un département quand même dynamique, parce qu'il y a tout ce qui concerne le Grand Paris, les Jeux Olympiques dont vous avez entendu parler, pour 2024, et beaucoup de projets urbains sur tout le territoire. Donc, population jeune, la plus jeune de France métropolitaine. Il y a une surreprésentation des enfants de moins de 10 ans, puisqu'on compte 150 000 enfants de moins de 6 ans en 2012. Et c'est aussi un département qui est marqué par une structure familiale composée d'un quart de familles nombreuses et d'un quart de familles monoparentales. Voilà, il y a encore des familles nombreuses, en tout cas si on en cherche, on en trouve en Seine-Saint-Denis. En revanche, c'est un département qui est marqué par quand même un taux de pauvreté important, puisqu'en France, on a 14,5% de familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 15,4% en Île-de-France et 27,8% en Seine-Saint-Denis. Voilà, ça c'est une donnée importante. Donc, ça nous oblige à avoir des partenariats importants pour travailler auprès des populations. Donc on se rencontre entre directions dans le domaine de la culture, de l'éducation, de l'emploi, des services sociaux, des services sanitaires, et on essaye de construire des réponses adaptées à la diversité des publics qui fréquentent nos institutions. Parallèlement, c'est vrai que le département est doté de 55 crèches départementales, plus de autour de 115 centres de PMI. Voilà, il y a des services publics aussi encore importants, il y a une réponse par les services publics relativement importante. Et aussi d'autres réponses, comme je disais, une diversité de population, une grande diversité de cultures. Et donc la Seine-Saint-Denis, depuis 2 ans à peu près, a reçu le label diversité. Alors qu'est-ce que c'est que ce label diversité? En fait, c'est la promotion et la prévention des discriminations, enfin c'est promouvoir en quelque sorte la prévention des discriminations dans la gestion des ressources humaines et dans les politiques publiques menées. Tout l'encadrement a une formation obligatoire, voilà, donc on doit tous se former au management non discriminant. Et toutes les équipes aussi, les équipes de crèche aussi, ont eu une formation dans ce domaine avec une personne qui est allée de crèche en crèche expliquer ce qu'était la discrimination et parler des critères de discrimination. Voilà. Donc on a travaillé cette question de façon précise. Et donc, puisqu'on a une population jeune et des familles nombreuses, bien sûr, les politiques sont pensées en faveur de la petite enfance, de l'enfance et de la famille. Voilà.
Bon, l'accueil en crèche, c'est un exemple de ces politiques menées. Donc nous avons ce que nous appelons le projet éducatif départemental des crèches. Donc nous mettons l'accent plus particulièrement sur une attention très fine aux petits enfants et aussi à l'alliance que nous pouvons faire avec les parents. Ça nous paraît primordial. Donc dans un contexte où les familles sont extrêmement diverses, bien évidemment, nous sommes obligés de travailler avec ces familles. Et puis aussi, les personnes qui travaillent dans les crèches sont des personnes qui, la plupart du temps, vivent aussi en Seine-Saint-Denis et représentent cette population. Donc, parmi le personnel, il y a aussi de nombreuses langues qui sont parlées. Et voilà, donc c'est aussi cet atout, c'est là-dessus que nous nous appuyons aussi pour travailler au sein des structures. Donc je parlais du projet éducatif départemental. Donc nous avons, alors, vous pouvez le trouver sur Internet en tapant Seine-Saint-Denis PECD, donc projet éducatif des crèches départementales. Donc là, j'ai retenu juste les 4 valeurs principales, donc qui sont le respect et la bientraitance, c'est le minimum, l'égalité, égalité et diversité, faire et penser ensemble, ça nous paraît quand même très important, et puis aussi prendre du plaisir dans ce qu'on fait et être créatif. Et donc c'est surtout sur cette dernière valeur que je vais développer un tout petit peu, et puis après passer la parole à Laetitia, qui travaille dans une crèche. C'est vrai qu'on a des moyens pour ça quand même, pour développer des projets culturels. On a un certain nombre de dispositifs. Donc là, c'est pas exhaustif. Hein, là, donc, ce sont des expériences que l'on fait avec des artistes qui viennent carrément, des auteurs, des compagnies théâtrales, des danseurs, des clowns qui viennent en immersion pendant plusieurs mois dans des crèches. On a aussi des associations telles que Musique en Herbe, avec tout un travail, mais là Chantal en parlera, tout un travail de collectage de comptines et de travail. Nous, on appelle ça du travail, mais j'ose espérer que c'est pas du travail. Enfin, un travail de réflexion et d'accompagnement des professionnels et des familles, voilà, autour de la musique. On travaille aussi avec du Lala, qui est une association d'une langue à l'autre, qui, là aussi, fait un gros travail autour du multilinguisme, bilinguisme, voilà, et aussi qui invite à travailler, enfin, à s'appuyer sur les langues multiples et toutes ces ressources, toutes ces richesses, finalement, que l'on trouve dans nos équipes et dans les familles que nous accueillons. On pourra poser des questions peut-être après. Voilà, donc on avait dit de faire vite, j'ai fait vite. Je vais passer la parole à Laetitia sur peut-être plus particulièrement une illustration de ce travail-là. Bonjour. Merci Tamara. Oui, nous avons lancé ce projet des livres plurilingues à l'occasion des droits de l'enfant en 2014. Donc le thème était la diversité et la lutte contre les discriminations. Nous avons eu un budget livre et donc un budget livre nous a été accordé et pour investir dans des albums plurilingues. Et on a aussi acheté des livres sans texte parce qu'on trouve que les livres sans texte, on peut vraiment les utiliser dans toutes les langues. Le lancement de ce projet, on l'a fait pendant une semaine et dans laquelle, pendant cette semaine, on a fait des ateliers livres avec les parents, avec ces livres bilingues et plurilingues, et on a introduit ces livres dans la boîte, dans le pré-livre de la crèche. On avait un pré-livre depuis très longtemps, et donc ces livres ils sont introduits dans cette boîte. C'est comme à la bibliothèque. Depuis, nous proposons tous les 3 mois des ateliers lecture avec les parents où ces livres plurilingues sont très présents. Les livres, c'est un outil important, pédagogique et ludique. Ça facilite la communication, crée des liens entre les professionnels, les enfants et les familles. Et là, maintenant, on va vous présenter 3 petits films qui montrent vraiment nos ateliers
avec ces livres plurilingues et comment on fait rentrer les familles que vraiment ils ne parlent pas français. Et avec ces livres, on a réussi à les intégrer et les faire rentrer dans notre structure plus facilement. C'est des pompiers. Dans la galerie. Ah, il a mis à tourner. Il a طائرة, un avion, vélo, دراجة, Oui. C'est ça maintenant. محرات, Voilà. Donc là, comme ça, سفينة, دراجة عجل, صاروخ. Je vous explique doucement, on a le temps que vous regardez. Cette maman, elle a vraiment beaucoup de difficultés pour lire des histoires à son enfant parce qu'elle pense que son enfant il s'intéresse pas, que quand elle raconte, il regarde ailleurs, qu'il part. Donc, ces moments de lecture nous permettent aussi d'un tout petit peu former, si on peut dire comme ça, les mères, les pères. À expliquer comment on raconte une histoire, que même si l'enfant il regarde ailleurs, il écoute l'histoire quand même, qu'il faut essayer d'arriver jusqu'à la fin, même si l'enfant regarde ailleurs, parce qu'il peut écouter en même temps qu'il regarde ailleurs. Et on voit quand même l'enfant intéressé. Et cette maman, dans ses ateliers lecture, elle arrive quand même à raconter des histoires à son enfant. Là, c'est une autre maman. C'est la première fois qu'elle rentre dans la crèche avec ses livres. On a réussi qu'elle vienne à nos ateliers grâce à ces livres plurilingues. Oui, alors sur les extraits, vous allez faire des remarques. Mais le travail, c'est de prendre les personnes comme elles sont. C'est vrai que le téléphone fait partie maintenant des relations parents-enfants. Avant d'en arriver à dire ce qu'on en pense ou ce qui est plus ou moins intéressant pour des enfants très jeunes, on prend les personnes comme elles sont, comme elles arrivent, avec ce qu'elles sont, et puis petit à petit, la confiance s'installe, le travail s'installe. Et quand les personnes sont en confiance, eh ben on échange avec elles et puis on travaille certaines questions. Voilà, et cette petite fille, elle m'a ramené un livre en espagnol. Heureusement, moi, je parle espagnol, donc je peux raconter l'histoire, regarder ce livre avec cette petite fille. Mais elle ne parle pas espagnol, la fille. Mira el bosque. Y esto es un pescado. Un pescado. Oui. ¿Qué es? Mira la ah. Oh, ¿qué es esto? Un perro. Una tortuga. Tortuga. Una rana. Rana. Esto no sé qué es. Una piedra. En español. En español. ¿Quieres que te lo lea? Non, il y en a encore un. D'accord. On peut mettre, oui, on peut. Et là, c'est un autre dispositif pour raconter une histoire en espagnol aussi. Il y a quoi? C'est avec l'association d'Ulala. C'est d'une langue à l'autre. La historia va a empezar. Érase una vez en un bosque había
una casa. En la casa vivió mamá cabra y los 7 cabritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El lobo reflexionó y quería suavizar su garganta con miel. 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 Tomó miel para suavizar su garganta. ¿Ah? Vous avez compris quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? La cabra? Chèvre. C'est la chèvre. Et là, c'est quoi? Hein? C'est Los cabritos. Les chevreuils. Oh, il y en a 7. Il y a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Merci pour ce témoignage et la présentation de ces projets. Chantal Gourlésia, donc musicienne, pédagogue, qui a créé Musique en Herbe, voilà, intervient également dans les crèches de la Seine-Saint-Denis depuis une quinzaine d'années. Merci. Donc effectivement, je dirige cette association depuis 1996, mais depuis, ça a commencé un peu en PMI déjà, en Seine-Saint-Denis. Et puis depuis l'an 2000, on mène des projets dans les écoles maternelles de Seine-Saint-Denis chaque année, avec des subventions, en particulier dans le cadre du REAP, pour le soutien à la parentalité. Et en crèche depuis 3 ans, avec le service des crèches du département. Ce sont des projets qui se font aussi parfois dans des médiathèques. Je pense évidemment à la Nouvelle-Calédonie. Et Juliette tout ce matin est intervenue. C'est vrai que j'étais intervenue à cette époque après à Evelio pour aider cette association qui travaille sur les livres et les tout-petits pour commencer un collectage sur l'île de Nouvelle-Calédonie. Ce qui a donné lieu à un disque qui s'appelle Tout, qui a été édité, je ne sais plus l'éditeur, aux éditions Grain de Sable. Je vous le recommande, un très joli disque avec plusieurs langues kanak et différentes langues parlées tout simplement là-bas. Pour ce qui est de la démarche, si vous voulez, qui est la nôtre, c'est l'idée, si vous voulez, en particulier dans les écoles, on travaille beaucoup en maternelle, mais également en crèche, cette idée d'apporter, de demander aux parents d'apporter une chanson, une comptine, une berceuse. J'insisterai même un peu plus parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est les jeux de doigts. Pourquoi les jeux de doigts? Parce que c'est cette dimension sensorielle et corporelle qui fait que, d'ailleurs, la plupart du temps ne sont pas chantés, sont parlés, mais c'est la musique des mots qui fonctionne à ce moment-là de façon extraordinaire et qui sont déjà des petits récits qui s'adressent à l'enfant et qui lui permettent de répondre dans le même temps, je dirais. Et c'est ça qui me semble très important dans la musique, c'est qu'on est vraiment dans dans la création et dans l'échange dans l'instant. C'est cette dimension extrêmement rythmique et physique, on pourrait dire. Et voilà, on est dans une écoute de soi, dans une écoute de l'autre, et c'est cette écoute de l'autre qui nourrit à nouveau cette écoute de soi. Évidemment, Evelio, je ne lui apprends rien du tout à ce niveau-là. Je voulais juste, par rapport à ce que tu as dit, Vélios, tout à l'heure, cette dimension de la créativité du bébé et des tout-petits, notamment au niveau du langage. Et moi, je me souviens d'un travail que j'avais fait avec des enseignants de maternelle sur des enregistrements d'enfants
dans les classes. Et il y avait un extrait qui avait été enregistré par les enseignants autour du rituel du joyeux anniversaire. Et vous savez que dans les écoles, et partout d'ailleurs en France, on dit souvent « Happy birthday to you ». On dit aussi « Joyeux anniversaire ». On est d'accord, hein, mais enfin il y a aussi beaucoup la version anglaise. Et qu'est-ce qui est arrivé dans une de ces classes? C'est qu'une petite fille a inventé « Happy anniversaire to you ». Toujours. Elle a inventé « Happy anniversaire », toujours. Parce que le « to you », vous savez, pour les enfants, « to you »,« to you »,« to you », enfin, c'est pas très net. Et je trouve ça absolument fabuleux qu'une petite fille ait déjà pensé à « Happy anniversaire », donc ce mixage, cette composition, et en même temps, c'est pas « Happy anniversaire », on n'est pas dans le concept, on est vraiment dans le son. Elle a dit « Happy anniversaire ». Donc c'est le son qui a permis ce jeu. Hein, cette invention, c'était un jeu sonore sur les mots. Et puis toujours, alors là, on est dans le concept absolument, puisque c'est to you, c'est à toi, mais toujours. Je te le souhaite pour toujours, ton anniversaire. Voilà. C'est vraiment une valeur ajoutée. Et vous voyez, quand on est dans la musique et dans les comptines et dans l'oralité, on est obligé d'être à l'écoute aussi enfin, je ne sais pas si c'est le subconscient, mais en tout cas, tout cet imaginaire des enfants que je trouve absolument, évidemment, fabuleux. Alors, pour revenir aux enregistrements à l'école ou en crèche, c'est... Vous, parents, qu'est-ce que vous souhaitez offrir à votre enfant de votre propre enfance, donc on travaille sur la mémoire, hein. Qu'est-ce qui vous reste de votre propre enfance? Et donc on fait appel aux langues maternelles, évidemment, sans exclure le français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ici et qui sont bilingues et qui ont plaisir à offrir une chanson française, puisqu'ils sont complètement parfois nés ici, mais ce qui n'empêche pas qu'ils fassent appel à une mémoire plus ancienne et qui souvent d'ailleurs leur demande un travail, hein, ou un coup de fil au pays pour joindre la grand-mère, l'arrière-grand-mère, le grand-père et dire mais c'était quoi que tu me chantais, hein, c'est vraiment cette notion aussi d'authenticité, c'est-à-dire je dois retrouver quelque chose qui a du sens. Et il faut que ça ait du sens et que ce soit bien fait, parce que je vais léguer ça à mon enfant. Ça va être enregistré. Donc, qui dit enregistré veut dire que on se détache et surtout, ça sera écouté par d'autres. Hein. D'où l'importance que les enregistrements soient de bonne qualité au sens du sens, justement. Hein, que ce soit valorisant pour les personnes. Voilà. Donc c'est vrai qu'on enregistre souvent les parents accompagnés de leurs enfants parce que c'est pour eux l'occasion de la Starac, hein, il ne faut pas se cacher, c'est le côté positif des choses. Hein. Ils préparent souvent une chanson avec leur enfant et on a des situations assez incroyables. Hein. Je me souviens d'un enfant dans la classe de Christophe qui disait à sa maman, en attirant par la main, « Viens maman, tu verras, c'est pas difficile. Hein » pour l'emmener jusqu'au micro et dire, tu sais, c'est pas un problème, hein, on fait ça tous les jours, nous. Voilà. Donc, voilà, ces projets-là sont des projets vraiment de valorisation de la culture familiale. Mais si vous voulez, à mon avis, ça va beaucoup plus loin que ça, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est cette idée de partager aussi ça. On va regrouper tout ça sur un support qui est un CD, mais sans oublier le livre. Je tiens beaucoup à cette importance de l'écrit, des langues. Vous voyez, c'est pas seulement la traduction qui est importante, il faut comprendre ce que ça veut dire bien sûr, mais l'écrit dans les langues est fondamental, et surtout pour des parents qui ne connaîtraient pas leur langue écrite. Hein. Parfois parce qu'elle n'est pas écrite. Bon, alors c'est phonétique à ce moment-là, souvent, mais parfois elle est écrite et les parents ne la connaissent pas. Et je vous assure que pour un parent de voir sa chanson écrite, ou de l'écrire par lui-même, puisque après il faut aussi chercher des personnes qui vont être capables d'écrire cette langue. Peut-être, je me souviens dans une école aussi, c'était le concierge qui aidait les mamans maghrébines à écrire en arabe, parce qu'elles ne savaient pas l'écrire, cet arabe, le fameux arabe littéraire. Voilà, donc c'est vraiment cette notion-là, et je vous ai apporté par exemple ce livre qui est sorti hier ou avant-hier, à Rennes, et c'était un projet dans une médiathèque qui a impliqué 2 crèches dans 2 quartiers dits défavorisés de la ville et une bibliothèque
de quartier. Voilà. Ils ont appelé ça le monde à portée d'oreille. Hein. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est ça qui est sympa, c'est que les gens inventent des titres. Toutout, c'était pas rien, Toutout. C'était le nom d'un coquillage de la Nouvelle-Calédonie. Alors, on va regarder un petit montage vidéo, mais c'est très, très court. Enfin, c'est quand même 6 minutes. Il est un peu plus long que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Mais je n'ai pas coupé parce que je trouve que, vous allez voir, il y a un mélange de chants, chantés par des parents, repris par des enfants. Vous allez voir que c'est très naturel, ça. Et il y a des moments de discussion. Et les discussions sont aussi très importantes. C'est quand les papas ou les mamans traduisent ce qu'ils sont en train de chanter. Et c'est une façon aussi de mettre en commun voilà, des valeurs autour de ces fameux universaux. Qu'est-ce qu'on raconte dans les berceuses, notamment. Je dis un petit mot sur la collection, mais qui est assez connue en France, en tout cas, maintenant. En particulier ce dernier ouvrage. Le dernier, donc, qui est sorti, qui sortira que le 25 octobre, c'est Comptines et berceuses d'Amérique latine. Hein. Donc, j'ai rassemblé, là, j'ai collecté donc, pour ce livre Argentine, Colombie, Équateur, Mexique, Pérou, Uruguay, Venezuela. De Colombie, malheureusement, il n'y en a que 2, mais bon, j'ai choisi de vous en faire entendre une, en honneur, évidemment, de nos hôtes d'aujourd'hui. Elle est très connue, alors je voulais quand même vous dire un petit mot de cette chanson. C'est Atahualpa Yupanqui, donc grand compositeur argentin et guitariste et chanteur, qui en dit la chose suivante. Ces accords appartiennent à une vieille chanson traditionnelle qu'il y a de cela de nombreuses années, j'ai découvert dans la zone des Caraïbes, à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Une femme de couleur la chantait, je l'ai apprise, j'ai adoré et l'ai baladée de par le monde. Effectivement, Duerme Negrito est popularisé depuis vénézuélo-colombien, je ne sais pas. Mais voilà, Atahualpa a reconnu que ce n'était pas lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait penser à Idir et certaines chansons en kabyle où on dit ah oui c'est Idir, mais en fait ce sont des chansons traditionnelles qui sont, on va dire, sublimées presque par un chanteur et qui, par de ce fait, vont traverser le monde entier. Voilà. Donc en plus la personne qui chante cette chanson sur ce disque en tout cas est mexicaine. Donc voilà. Esté en el campo, móvila, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chacapumba, chacapumba, apumba, chacapumba. Esté en el campo, negrito, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando Eva de luz, trabajando sí, trabajando en no le pagan, trabajando sí, trabajando Eva tosiendo, trabajando sí, pa' el negrito chiquitito, pa' el negrito sí, trabajando sí, trabajando sí. Esté en el campo, negrito, negrito, negrito. Que dire après ça? Je passe la parole. Ouais. Merci beaucoup Chantal. On rappelle.
Donc, Accès mène des expériences de terrain depuis l'origine. Hein. Elle a commencé son activité par l'expérimentation, donc en organisant des séances de lecture et en présentant directement des livres aux enfants. Donc il y a toute une équipe de lectrices à Accès qui très régulièrement se rendent dans des crèches, dans des PMI, dans des hôpitaux, voilà, dans des haltes garderies, pour raconter des histoires aux enfants. Et donc Marie va commencer par nous rappeler pourquoi et l'intérêt de ces observations et en quoi elles nous ont tant appris à Accès. Voilà. Oui, je fais un exercice un peu acrobatique, puisque l'essentiel, ça va être, je pense, à mon sens, la présentation d'une observation et nos commentaires, enfin, Veillot et moi-même. Je dois intervenir en un temps relativement bref sur un peu l'historique, quoi, et l'histoire actuelle qui se passe un petit peu autour de ce mythe un peu de l'observation. Alors, quand nous avons tout au début, c'est vrai que Accès est né de... Moi, j'appelle ça des idées géniales, voilà, je l'appelle ça comme ça. Il y a des gens qui sont des créateurs. De René Dyadkine, donc d'une rencontre, enfin, ce colloque, je ne vais pas reprendre là, on a plus dans le peu de temps imparti, évidemment, toutes les basiques d'Accès, du colloque de 1979, les conditions d'apprentissage de la langue écrite, en 79, donc avant les gouvernements qui nous ont donné tout notre crédit, mais les assises se sont vraiment faites en 81, 82, mais nous nous sommes réunis tout de suite à la suite de ce colloque, donc avec ce qui complétait les théories que Dyadkine, dans sa pratique, avait écrit et pratiqué, c'est-à-dire que Veillot a merveilleusement illustré, c'est-à-dire l'intelligence extraordinaire, même des enfants en très grande difficulté. Moi, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient des états régressifs, même en étant des collégiens, quoi, en quelque sorte, mais qui retraversaient des étapes de bébé. Et leur sens esthétique, je fais de la pub pour les nouveaux cahiers d'Accès, comme tous les bébés, il y a la qualité esthétique des récits est tout à fait privilégiée, même chez les enfants retardés, comme on disait dans le temps, qui ont un gros retard du développement et qui sont très perturbés, très psychotiques et autres. Ce sont les bons illustrateurs et les bons textes qui marchent le mieux. C'est une observation qu'on avait depuis fort longtemps. Et il a... c'est de génie, quoi, je crois, et que tout le monde écoute, et puis on dit, ah bon, c'est bien. Et lui s'est dit, mais ça, c'est un truc dont il faut faire quelque chose. Emilia Ferrero, disciple de Piaget, collaboratrice de Piaget, montrait que les enfants tout petits avaient des théories sur l'écrit. Voilà, je renvoie à nos travaux. Et nous savions aussi que dans nos unités pour les bébés et tout, qu'ils s'intéressaient énormément aux livres. Donc il a eu cette idée géniale d'étendre aux bibliothèques, de faire des projets dont les bibliothèques seraient le centre, puisque c'est le livre qui est le centre. Alors en France, il y a des idées bizarres. C'est que beaucoup de gens pensent qu'on peut faire des choses avec le livre, mais qu'on se passe des bibliothèques. Je crois que c'est très français. Je crois que c'est parce que c'est pour une qualité française, d'ailleurs. En France, le livre, c'est l'école. C'est l'instruction publique. Voilà, les prix, vous savez, tout ça. Et c'est vrai que beaucoup d'enseignants sensibilisent encore aujourd'hui les enfants à la littérature. C'est indéniable. Mais, alors, par exemple, cette manie de mettre les enfants en groupe quand on leur lit un livre, ben, c'est absurde. D'ailleurs, moi, en tant que psychiatre d'enfants, je dis la bibliothèque est le seul endroit où on privilégie la relation individuelle chez des enfants qui ne sont pas en souffrance, qui sont normaux, entre guillemets, ou pas normaux d'ailleurs, mais voilà un lieu où l'attention individuelle est privilégiée. Non pas que ce soit mais mal de faire des choses en groupe, mais s'ingénier à ce que la majorité des activités avec des bébés et leurs familles en plus se passent comme ça, d'abord en régimentant, en structurant un groupe pour préparer
enfin, le fait que l'enfant soit bien dans les groupes, ce qui est très bien. Je ne dis pas que c'est mal de faire ça, mais pourquoi en faire une pratique privilégiée? Ça peut calmer, on peut chanter en groupe, on n'a jamais jeté l'anathème sur ce type de pratique, mais enfin, la relation avec le livre, avec un poème, c'est... les chansons, c'est un petit peu différent, mais en tout cas avec le livre, le feuilletage, des pages de papier, c'est tellement important pour les bébés. Non pas que le carton n'est pas de qualité, là encore, hein, mais voilà, il faut tendre à faire une pratique qui... Moi, je pense que le truc, c'est vraiment le schéma de l'école. Et c'est très bien que l'école de la République, on ait scolarisé tout le monde. Je ne dis pas que c'est une... Il faut jeter l'anathème là-dessus, mais c'est pas ça qu'il faut vraiment privilégier. Donc, il écoute Emilia Ferrero, qui fait part de découvertes relativement récentes, pas trop d'ailleurs, en 79 à l'époque, c'est vraiment des travaux vraiment très, très actifs, qui montrent que les enfants ont des jeux de découverte tout à fait intéressants sur la langue écrite. Et que dans ces jeux, contrairement à tout ce qu'on observe tout le temps, il n'y a pas de différence d'une catégorie sociale à l'autre. Et c'est ça qui lui fait dire, puisque nous, notre pratique, on sait qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont en difficulté psychique dans les milieux défavorisés, là ça touche tous les âges, il se dit, mais là on tient quelque chose de formidable. Et vous tous qui faites des expériences, vous le savez. C'est certainement pas parce que les parents n'ont pas de livre à la maison que les enfants ont moins de compétences. Voilà. Alors donc, il décide, enfin, il a cette idée créatrice d'appliquer ce que nous faisons d'habitude, nous faisons tout le temps et que nous avons fait depuis un moment dans les CMPP, dans les centres médico-psychopédagogiques, c'est-à-dire de rassembler les enseignants, en premier lieu, les services sociaux, les PMI aussi, les services de la petite enfance, et de chacun apportant son expérience collective pour faire se creuser, pour voir, décider ensemble ce qu'on va faire pour tel ou tel enfant. Et dans ces réunions, ben, chacun apporte sa vision du cas. Et j'insiste que ce sont les personnes les plus responsables possibles, les personnes formées. C'est pour ça que j'ai cuisiné. J'ai vraiment demandé, mais comment vous faites les formations ? On me demande là de parler de l'observation et de la formation à l'observation. Il y a quelque chose pour moi d'assez absurde, quoi. Vous avez parlé là, toutes les deux, Nathalie m'ensuit, et toi, Tamara. Tu dis, on voit bien, il ne faut pas commencer tout de suite, on va attendre. Tu dis, voilà, c'est la personne responsable de la crèche avec sa formation. Ou c'est vous, Nathalie, qui, avec votre formation basique, vont recueillir des observations, demander à votre équipe de recueillir des informations. On ne va pas faire un tout petit secteur où ça sera les équipes les gens, Isabelle Sever, Nathalie Virneau, sont des gens qui ont des personnes qui ont une très grande expérience professionnelle et qui appliquent leur expérience professionnelle à l'observation. Tu n'as pas fait une formation pour observer tes enfants à la pouponnière. Il y a quelque chose là qui me paraît relever d'un mal français qui est une sorte de ce n'est pas naturel d'aller, comme dans les pays anglo-saxons ou latino-américains, quand il s'agit de livres et de lecture et de littérature, d'aller à la bibliothèque. Voilà. Alors là, il faut peut-être parler d'Anne Victory, enfin, sur des personnalités comme vous, il faut peut-être se dire que la première chose à faire, c'est de travailler avec la bibliothèque et de privilégier la relation individuelle à l'histoire. Et encore plus chez les bébés. On se met dans de grandes difficultés à se mettre à vouloir absolument faire un groupe. Ou alors, on sait bien que c'est quand même ce qu'on retire des observations est quand même forcément nettement moins riche. Voilà. Donc, il a eu donc cette idée géniale de rassembler des professionnels du livre, autour des professionnels du livre, qui restaient responsables des projets, des psychiatres, des personnels de petite enfance, assistants sociaux, enfin on a été tout un arc-en-ciel en quelque sorte, parfois des professions un peu étonnantes, de conteurs bien sûr, hein, Isabelle était une de nos dans les premières équipes, et c'est ce creuset
qui nous a conduit à dire, ben voilà, on va s'orienter pour faire ci, voilà comment on fait avec le multilinguisme, voilà comment, en tenant compte de façon très vigilante des avis des professionnels. Alors des personnes comme ça qui peut-être font un excellent travail, je crois, sur le multilinguisme ou autre, mais qui sont vraiment plus adossés, parce que c'est assez fréquent en France, au schéma de l'école, c'est une hypothèse que j'ai faite, vont avoir des pratiques dont on se dit que peut-être il vaudrait mieux avoir cette expérience collective de service à service et en particulier échanger avec les bibliothèques qui ont la connaissance des albums. Je pense aux listes de livres de la CNJ, les CNJL qui sont renouvelés, très fournis, beaucoup de bibliothèques en ont aussi, la ville de Paris en avait fait à un moment. Enfin, il y a plein de sites maintenant Internet où on peut voir quels sont les beaux albums, mais ça ne suffit pas, bien sûr. Mais je pense qu'il faut aussi avoir le contact avec la bibliothécaire proche, responsable, pour voir bien ce qui marcherait et ce qui ne marcherait pas. Alors, pour parler plus maintenant quand même des observations que nous recueillons, et pour aller dans la suite de ce qui a été dit toute la journée, on s'aperçoit que qu'est-ce que c'est que cet intérêt que les tout-petits, en fait les tout-petits ont une vive curiosité pour des thèmes qu'ils connaissent et qu'ils retrouvent sous une forme parente dans d'autres pays. On va y revenir tout à l'heure avec ce livre de Ponty, mais quand ils reconnaissent des choses qui leur sont familières, puisqu'on a vu abondamment avec Bernadette Bricou et autres que ce sont des thèmes tout à fait universels, mais sous une autre forme. Je dirais que cela alimente. Alors là aussi, on est beaucoup avant d'aborder ce problème, je voudrais ce qu'on apprend beaucoup auprès notamment des conteurs, Muriel Bloch, Isabelle sont ici, c'est que pour transmettre, et je pense que c'est encore plus vrai pour les plus petits, qui ont un langage étrange, qui n'est pas exactement le nôtre, ce que nous devons cultiver, c'est l'art d'être taiseux. Un bon conteur est un grand taiseux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne pense pas. Quand on fait les séminaires, et que quelqu'un qui est en même temps conteur, et ce n'est pas le même métier. En même temps, c'est ce que nous avons appris dans notre équipe. Ce n'est pas la même chose de faire des animations du livre pour les bébés. Il faut se partager en deux, Isabelle m'approuve, je crois, hein, soit quand on est conteur, soit quand on est lectrice ou lecteur. C'est deux attitudes différentes. Mais il y a quelque chose qui rassemble les deux, c'est le fait qu'on est taiseux. Pas de la même façon d'ailleurs, je crois. On n'est pas du tout de la même façon taiseux. Moi, je le ressens comme ça. Quand le conteur raconte des histoires dans un grand groupe, ou quand il est seul à seul avec les enfants, quand nous, bibliothécaires, psychiatres ou autres, on raconte une histoire aux enfants et qu'on sait se taire. On sait s'abstenir de commenter. C'est quand même très important. Alors là, je peux reprendre ma casquette de psychiatre. Vous savez, j'aime bien ce nom, psychiatre, psychanalyste. Pour moi, c'est le même métier. À ce moment-là, on peut partir de beaucoup de choses qui ont été dites dans la journée, et notamment cette image, l'enfant met la main sur la bouche, tais-toi. Tais-toi. Mais dans son être entier, gestes et expressions, c'est moi qui construis dans ma tête, c'est moi qui écoute, et toi tu te tais. Parce que je pense que cette situation est unique. Cette situation est unique où quelqu'un raconte devant un parent, ou quand le parent raconte, l'enfant que c'est dans son bien, dans son univers, et que c'est à respecter. On le met en acte, en quelque sorte. Alors ça me paraît une chose tout à fait importante. Et il faut bien se dire que l'enfant, on l'a vu dans les communications précédentes, a une toute autre version que nous. Une toute autre version que nous des choses. Mais en même temps,
C'est pour ça, puis il ne faut pas dire non plus, il ne faut jamais intervenir, enfin là aussi, jamais d'anathème, quoi. Hein, on est tenté d'intervenir, et puis il y a des moments sensibles où il faut le faire aussi. Hein. Bon, mais de façon générale, l'enfant va construire à partir de l'histoire. J'ai appris des choses, moi, dans ce parcours. Josse parle de l'horizon de lecture. C'est-à-dire que chaque fois qu'on lit un livre, moi je parle toujours de la Chartreuse de Parme, quand j'avais 20 ans, quand j'en avais 40, c'est un livre que je relis. Je ne relis pas beaucoup, mais je relis. Je viens de le relire. On y retrouve, tiens, le champ de bataille de Waterloo, j'avais complètement oublié. Et puis après, au moment de la guerre d'Irak, je l'ai lu. J'ai vu quelque chose, on voyait les actualités, des choses comme ça. Bon, là, bon, c'est trop factuel ce que je dis, mais c'est tellement évident que chaque fois qu'on se replonge dans un texte qu'on fait, et pour le bébé, c'est pareil. Pour le bébé construit son univers. Et bien sûr, en même temps, ça nous est familier. Pourquoi? Parce que ça réveille quand même ces moments de l'enfance qu'on revit avec lui, on redevient bébé avec un bébé. Mais c'est pas sa vie psychique. Ah non, c'est quelque chose que nous inculquons, que nous projetons. Là aussi, dans les vies familiales, dans la vie, quoi, avec un bébé, on ne va pas s'interdire de parler tout le temps, ça serait la dernière catastrophe. Mais il faut se dire qu'on a tendance à parler toujours trop, je crois, sauf les grands professionnels. Enfin, les gens que nous rencontrons parlent toujours. Marie, il faudrait avancer. Excuse-moi. C'est la fin de mon intervention? C'est presque la fin. Bon. Donc il faudrait vite que tu nous livres ton observation, là. Je veux parler de deux choses. La lecture... Alors, à propos de la lecture individuelle, je fais de la publicité pour le film d'Axé, et la séquence où Christelle Amadache explique la lecture individuelle dans le petit groupe. Il y a là une séquence remarquable, et je vous incite à diffuser, non seulement à acheter, mais à diffuser le DVD d'Axé, où vraiment on montre comment ça se passe, comment tous les autres en bénéficient, et comment, voilà, alors je voulais parler de ça. Et puis, alors c'est une petite fille, moi je ne retrace pas d'observation, c'est Nathalie qui va le faire après moi, mais à partir d'une observation, comment ça se passe, et comment il y a le monde de l'enfant et comment il y a le monde de l'adulte. C'est une petite fille, encore une fois, je survole, hein, c'est une observation aussi de Christelle Amadache. C'est une petite fille de 6 ans qui, donc ça se passe à la fin de l'année scolaire, et elle va redoubler le CP. Elle a un petit frère qui va lui rentrer en CP. Donc elle a un gros, léger retour de langage et un énorme trouble de l'élocution. Et alors, elle se met, parce que ce sont les enfants qui choisissent, vous savez, alors à propos des livres qui ne sont pas simples, elle choisit, parce qu'on s'aperçoit que les enfants, alors elle choisit, un retard de langage, et elle choisit par-ci et par-là. Hein. Il y a des histoires avec le langage, qu'on ne saura jamais, mais qui sont quand même énigmatiques. Et alors, elle s'arrête, elle est très intéressée par la page, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc au début c'est la vie quotidienne, il se réveille, il déjeune, etc. Puis après il rencontre un cube, puis une maison en cube, comment on y rentre. C'est un univers très complexe apparemment, mais beaucoup plus accessible à des enfants en difficulté que des livres dits simples et qui ne sont pas de bons livres. Voilà sur quoi je veux insister. Et donc, il y a l'histoire des cubes, et ensuite il raconte le petit chaperon rouge. Alors là, c'est Ponty. Alors, le petit chaperon rouge, c'est là les photos. Il est aveugle. Et le loup aussi est aveugle. Et puis, alors, la maison aussi a des lunettes noires. Voilà. Et alors, pourquoi il est aveugle? Ponty nous dit. Alors, il est aveugle parce que personne n'a ouvert le livre de son histoire depuis 1000 ans. Voilà. Alors, la petite fille, qui était assez passive, mais enfin, qui avait bien choisi ce livre, on l'avait bien repéré, dit « Chaperon rouge ». Comme c'est Christelle, elle comprend immédiatement que c'est le petit chaperon rouge qu'elle a dit, parce qu'elle entend les enfants. Voilà. Alors elle baragouine comme ça, et après elle va se plonger dans le livre, il y aura une observation très intéressante. Alors pourquoi ce coup de foudre
ce coup de foudre, hein, pour un conte universel. Je voulais dire à cette occasion que les enfants ont une particulière appétence, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, pour des thèmes qui leur sont familiers, par exemple les petits japonais, mais qui sont travestis dans une autre langue, dans une autre culture. Les petits japonais adorent Alice au pays des merveilles, qui m'avait dit ça. C'est des congrès internationaux où il y a des communications de ce genre. Les petits français adorent les histoires de crocodiles, de boubou, d'Afrique. Hein, leur pensée, qui se structure d'une façon toute puissante, à ce moment-là, le moi-je a beaucoup d'importance, à ce moment-là, reconnaît dans une culture étrangère, étrange pour eux, il reconnaît quelque chose de familial qui alimente leur toute-puissance. Voilà tout ce que je sais. Voilà mon empire s'étend, parce que c'est, voilà, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille, le moi-je n'est pas encore constitué, et il est très important, et on a tendance à penser que ça élargit ses connaissances. Et ce rapport à la poésie aussi, à l'esthétique, avec toute cette importance que ça a, voilà, c'est ce monde que je commence à conquérir, voilà, que je peux posséder cet empire, ce royaume des contes, etc. Et que même, il y a des étrangers, même je pars à la conquête du monde des contes, voilà. Donc je pense que c'est très important, et ce que je veux dire, c'est, à propos, je reviens au taiseux, nous n'en savons rien, mais nous-mêmes nous élaborons quelque chose, c'est pas mal de communiquer, et de temps en temps, l'enfant nous fait le cadeau d'un bon mot. Alors moi j'aime beaucoup un enfant qui, on lui raconte bébé chouette, oui maman, dis-nous, oui maman, dis-nous. Et alors il dit, c'est toi, je crois que les lunettes d'opération, il va arriver Citroën. C'est toi. Alors pourquoi il va arriver Citroën? C'est les Guillemets qui commencent à lire. Et là, je me rappelle plus. Comme les chevrons de Citroën. Alors là, le silence est d'or. Parce que là, l'adulte ne peut pas se dire qu'il va se donner des explications, parce que c'est tellement joli, ce mot d'enfant. Donc l'enfant nous fait de temps en temps... Alors je dis, l'enfant est à des niveaux qu'on ignore, mais qu'on peut partager comme de la gourmandise. C'est un feuilleté de tout ce qu'on a eu, la conquête du monde extérieur, la conquête du moi-je, des autres, enfin toute l'évolution du langage, que nous ignorons, mais que nous ressentons. Parce que nous revivons notre enfance avec les enfants, dans le taiseux, mais en s'abstenant. De temps en temps, on intervient au communis, mais on a notre propre imaginaire que l'on tait, et on laisse l'enfant dans... C'est vrai qu'après un livre, il vaut sans doute mieux se taire. Alors, je finis. Ah oui, alors là, Marie, tu as 30 secondes, même à peine. Bon. Non, mais je montre simplement que c'est vraiment des livres que, vous savez, les enfants adorent, et ce n'est pas des livres simples, mais ils sont apparemment plus simples pour les enfants que pour les adultes, qui ont du mal à déchiffrer toutes les aventures des poussins, hein, je pensais. Et en fait, les grands auteurs savent, je pense au texte de Jeanne HB, dans le dialogue que nous avons eu dans les nouveaux cahiers, et à la théorie qu'en fait Gols, que j'incite à lire, que c'est quelque chose, comme le dit Veillot, de déjà très très complexe, mais qui nous échappe largement tout en nous étant familiers, comme le feuilleté d'un bon gâteau. Voilà, on s'arrête là pour le goûter. Merci Marie. Merci Marie. Donc on va passer à l'intervention de Nathalie. Nathalie est lectrice, formatrice à Accès. Elle est intervenue, et elle intervient sûrement encore, en PMI, à la nurserie de la prison des femmes de Fleury-Mérogis, également en crèche, enfin voilà. Et là, je crois que c'est une observation dans une école. École maternelle. École maternelle, voilà. Oui, donc je vais vous présenter une courte vignette à propos d'un enfant de tout juste 3 ans, rencontré dans une maternelle de banlieue parisienne. Je crois que ça illustre assez bien les propos d'Evelio tout à l'heure, juste après le déjeuner. Pour dire 2 mots du contexte, on est dans un quartier très enclavé, avec beaucoup de familles non francophones, dans lequel on mène un projet depuis plusieurs années. Cette année-là, on a rassemblé une classe de petite section, donc 3 ans, et une dizaine de tout petits, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une TPS, une classe d'enfants à partir de 2 ans, soit 35 enfants en tout. La lecture a lieu dans le Préau, qui est un lieu très très grand,
aménagé avec des tapis, quelques jeux d'emboîtement et de construction, du matériel pour dessiner. Il est 8h15. Avant l'arrivée des enfants, on a dispersé des livres partout au sol et sur les petits bancs, parce qu'on est à l'école, donc on ne peut pas tout mettre par terre. Il y a beaucoup de livres, il y en a environ 150. Nombreux adultes, institutrices, ATSEM, 2 personnes du RAZ, 4 bibliothécaires, 8 parents, car les parents sont invités à rester ce matin-là. Alors, en toute petite section, ça fait partie du dispositif en début d'année, donc ça, c'est bien pratique. Quand on est en petite section, à partir de 3 ans, ça se complique, mais on arrive à l'obtenir, plus ou moins. Les enfants... Donc là, il y a 8 parents ce jour-là. Les enfants sont libres de leur mouvement, évidemment, comme toujours à accès, et nous lisons à la demande. Il y a donc beaucoup de monde, beaucoup de désordre, beaucoup de brouhaha, d'allées et venues, mais aussi beaucoup de lectures. Donc, en début octobre, c'est la 2e séance de lecture, parce que je viens, en fait, 1 fois par mois. Un petit Kamel, qui vient d'avoir 3 ans, pleure au départ de sa mère, qui était restée quelque temps pour lire, je crois. Il erre dans le préau, tenant à la main ouvert « Mon jour de chance ». Donc il est là comme une âme en peine avec Mon jour de chance ouvert à la main. Je l'interpelle et je lui propose de le lui lire. En lisant, je me demande ce qu'il peut en comprendre, lui qui ne parle pas français. C'est une histoire longue, à rebondissements, un texte écrit dans une langue certes agréable à lire à haute voix, mais l'auteur c'est Keiko Kassa. Donc une langue émaillée de vocabulaire rare, de passé simple et d'expressions assez désuètes. Donc je vais jusqu'à la fin de la lecture et à la fin, il me le redemande. Et il rit à chaque fois que le cochon objecte. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous raconter le livre, mais en gros, c'est un petit qui essaye de gagner sur le grand. Et il semble en fait très bien suivre l'histoire. Et à la page, là, il me pointe la marmite et il me dit « c'est mam ». Et puis il essaye de me dire quelque chose que je ne comprends pas très bien, mais je crois quand même comprendre qu'il me dit que sa maman en a une. Mais il parle très très mal. Puis il me donne d'autres livres, je ne vais même pas vous les citer, mais que je lui lis. Et un peu plus tard, il me redemande « Mon jour de chance », que je lis à nouveau. Et à ce moment-là, il prend l'album, il le met sur ses genoux, ce qui est assez compliqué parce qu'il est tout petit, l'album est assez grand, donc ça tombe un peu dans tous les sens. Et là, il me pointe le tampon qui est sur la dernière page de garde, en bas à droite. Et il dit « blanc ». Alors je dis « ballon ». Il me fait un grand sourire. Bon, il faut dire que le préau, c'est aussi la salle de motricité, et que là-bas, en face de nous, il y a un grand coffre plein de ballons qui n'ont pas le droit de toucher ce matin-là. Là, il attrape « Regarde bien » de Tana Oban, qui m'apporte en disant « ballon ». Nous commençons la lecture. Et chaque page, avec la découpe ronde, parce que c'est donc un livre à surprise, je pense que vous le connaissez, il y a toujours une découpe ronde, et après, on tourne la page et il y a une surprise. Donc à chaque fois, c'est la découpe ronde. Il me dit « ballon ». Et à chaque fois, il est très content de découvrir le bateau, par exemple, là, le pingouin, le lapin. Et là, il attend que je les nomme, et il essaye de répéter. Mais il faut toujours que je le regarde en face quand il me dit un mot, et aussi quand moi, je lui dis un mot. Je suis un peu perplexe, je dois dire quand même, sur sa manière de chercher des ballons partout, de qualifier absolument tout de ballon. Mais il est tellement content de lui que, bon, il y a un tel plaisir que je le suis. Bon, entre-temps, bien sûr, je lis à d'autres enfants. Kamel va chercher un peu plus loin, Sous les étoiles, de Martine Perrin, qui m'apporte en disant ballon. Je commence la lecture. Donc, c'est au gré du vent, un papillon, sur la colline. Bon, c'est sur 3 pages, la surprise. Mais à chaque fois, évidemment, pour lui, il dit ballon, en tout cas. Très content. Puis, il me demande à nouveau mon jour de chance. Il repère le petit bateau dans le baquet. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est le moment où le renard nettoie le cochon pour qu'il soit plus propre. Et il y a un tout petit bateau qui flotte. Et il pointe le bateau et il dit « bateau, comme là ». Et là, il me montre « regarde bien ». Et il va chercher dans « regarde bien »
l'image du bateau que vous avez vu tout à l'heure. Il est très très fier de lui. Bon, je vais revoir Kamel à chaque séance, une fois par mois, et là, j'ai absolument pas le temps de vous raconter son évolution. Mais disons qu'à chaque fois, il est venu me demander des histoires, à chaque fois des découvertes, des albums nouveaux, et ses albums préférés, quand même. Et ses albums préférés, comme Mon jour de chance. Mais surtout, il était toujours là dans le coin quand je lisais à d'autres enfants. Souvent en retrait, c'est un enfant assez réservé, mais toujours là. Et ça, je le sais parce qu'on prend des notes et qu'on note les enfants qui sont là. Donc je vais juste faire un petit saut dans le temps, jusqu'à la dernière séance de juin, c'est la dernière séance de l'année, en juin. On est dehors, c'est la fête de la lecture. Donc Kamel, qui a maintenant 3 ans et demi, vient rapidement vers moi, tout content, avec Un chasseur de Pat Hutchins. C'est un album que je lis très souvent là-bas, donc il a certainement beaucoup entendu. Et assez vite dans le récit, à cette page-là, il m'arrête, il m'attrape le bras, il me regarde, il pointe les autruches qui sont couchées sur le sol, et il me dit très lentement, il a chassé. Et là, moi, j'étais un peu quand même stupéfaite, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il me racontait une histoire, en fait. Il me disait 3 mots, mais ça voulait dire tout un tas d'autres choses. Bon. Et au moment où je vais quand même poursuivre ma lecture, il bloque la page, il se tourne vers moi, très réfléchi, et il me dit « C'est pas bien, chasser. C'est pas gentil, parce que les animaux, ils sont gentils. » Et on continue à la lecture, et à chaque page, il me pointe les animaux que le chasseur ne voit pas. Parce qu'en fait, bon, non, je ne peux pas vous raconter. Il tient à me montrer qu'il en sait plus que le personnage principal, qu'il a lu des indices qui ont échappé au chasseur. Nous sommes complices, et il est fier de lui. Voilà. Merci Nathalie. Je crois qu'Eveillot voulait réagir à cette observation de Nathalie. Comment un enfant qui arrive sans connaître une langue, qui est la langue française, et en étant dans un processus de lecture individuelle, au bout d'un certain temps, il arrive à raconter une histoire, il a chassé, c'est pas gentil, etc., à faire tout un discours en très peu de temps. Et je crois que c'est un exemple comme quoi les enfants, si on leur donne la possibilité de comprendre la langue dans sa complexité, ils sont capables de l'extraire très rapidement et immédiatement la mettre en mouvement. Et au fur et à mesure qu'on met en mouvement la langue, je répète, la vie psychique se met en mouvement. Voilà. Merci Eveillot. Ben, merci à vous tous. Alors on va peut-être passer aux questions si vous avez encore le courage. On a un peu dépassé le temps là. Donc Marie-Vonne Tréguier, je suis intervenue tout à l'heure, je suis éducatrice dans une crèche départementale du Val-de-Marne. Je voulais rebondir, Marie Bonafé, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur à un moment donné, effectivement, savoir se taire. Et quand, alors moi, je suis très impliquée dans un projet livre. Je trouve que lire aux enfants, c'est avoir beaucoup de connaissances sur, effectivement, les bienfaits du livre, pourquoi on lit, comment ça se passe, la lecture individualisée, pour que, au moment où l'enfant vient nous donner un livre pour qu'on le lui lise, eh bien, on soit dans cette dimension d'humilité et qu'on lâche prise par rapport à ce qu'on connaît et pour être juste dans l'écoute de cet enfant-là. Point. C'est tout. Voilà. Merci. Et merci pour tout parce que c'était une formidable journée. Bon, ben, Eveillot, le mot de la fin pour toi ? Voilà, je veux simplement vous remercier d'avoir eu la patience d'être avec nous toute la journée. Ça a été long, ça a été condensé. Et je sais qu'il y en a qui sont venus de très loin. On ne fait pas des conclusions d'un colloque. Chacun, avec son écoute, va pouvoir extraire ce qui l'intéresse. C'est comme quand on dit des livres aux enfants. Nous lisons à haute voix, nous parlons. Celui qui écoute avec toute liberté, il prend ce que peut recevoir quelque chose, s'il y en a quelque chose. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toute l'équipe d'Accès qui a fait possible cette réalisation. Merci à la Maison de l'Amérique latine qui nous a donné cet espace extraordinaire.
Et je pense qu'on va continuer le travail parce qu'on va essayer de faire une publication, de faire un petit film. C'est-à-dire que cette question de la langue et du bilinguisme, étant tellement convaincu que la langue contient la culture, et c'est parce qu'elle la contient qu'elle la transmet, et c'est parce qu'elle la transmet, elle la recrée. Et en faisant tous ces processus, il maintient la culture en vie, mais la culture, c'est la psyché humaine qui voyage à travers le temps et l'espace. Et comme ça, cette transmission de génération à génération, c'est une forme d'immortalité symbolique. Voilà, merci. Merci, et Veillot aussi.